Donc la fondation, je pense qu'on ne la présente plus. Donc elle dédie ses actions au métier du soin, ce qui est plutôt pertinent. Et pour le coup, depuis 2023, si je ne dis pas de bêtises, il y a près de 50 000 personnes qui ont bénéficié des actions de la fondation. Donc ça n'est pas anecdotique. Et ce qu'essaye de faire Emmanuel, Charlène aussi, c'est d'impliquer au maximum les collaborateurs de Clariane dans ces actions, et dont la cible n'est pas Clariane, c'est tourné vers l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines, 600 personnes déjà qui ont participé. Et on aimerait petit à petit emmener de plus en plus de gens à participer à divers degrés, de près ou de loin, à ces actions. Donc ce soir, l'idée, c'est de réfléchir, mais de rester dans le réel, ce qui n'est pas toujours facile. Donc on va avoir à la fois des retours très pragmatiques de terrain et des réflexions plus débridées. Et d'ailleurs, les projets qu'on va vous présenter sont à la fois innovants, pragmatiques, et le dernier, c'était audacieux. Non, blague à part, donc c'est vraiment des projets innovants, pragmatiques, audacieux. Pour le coup, c'est courageux, ça a du sens, c'est réaliste, ils arrivent à les mettre en œuvre. Et les deux thématiques phares qu'on va retrouver, qui à mon avis sont vraiment passionnantes, il y a d'abord le lien entre le soignant et le patient. Et c'est vrai que dans les études, que ce soit médicales ou paramédicales, on nous dit attention, il faut garder le juste lien. C'est à faire preuve d'empathie, mais pas trop se préserver. Et donc c'est très facile à trouver le juste lien. Donc je ne sais pas définir le juste lien, donc on peut en débattre pendant des années, des décennies, je pense qu'on n'aura pas d'explication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas une relation qui est neutre. Et le deuxième, c'est l'expérience patient. Et ça, c'est vraiment un de mes dadas, dans le sens où, quand on cherche à évaluer la qualité, l'efficacité, l'efficience du soin, on se fait des nœuds au cerveau, on cherche des indicateurs, etc. Et puis parfois, on revient sur Terre, on dit « Tiens, mais si on demandait aux patients », ce qui n'est pas complètement idiot. Et il se trouve que c'est de plus en plus reconnu, y compris par les sciences dures. On appelle ça les prums, c'est-à-dire finalement, quand on veut connaître la vérité sur une prise en soin, sur une prise en charge, sur un traitement, le plus simple, c'est quand même de demander aux gens. Donc c'est pour ça que c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, et on a énormément de projets là au sein de Clariane, pas uniquement au sein de la Fondation, qui portent sur cette thématique, parce que je crois vraiment que c'est une des clés de la profession du médico-social et de la santé en général. Un mot sur la Fondation Clariane Aimer Soigner. Alors c'est une journée importante aujourd'hui pour la Fondation Clariane. D'abord parce que c'est aujourd'hui notre plateau annuel et on est hyper content de vous accueillir ici. C'est très important pour nous cette journée. Et aussi parce qu'on a reçu un prix ce matin. Le podcast Aimer Soigner de la Fondation Clariane a reçu le prix du podcast en santé francophone dans la catégorie santé et formation des soignants, et on en était très heureux. C'est pour les soignants. Donc ces applaudissements, on les partage avec Sophie Pilot, qui a été vraiment la prêtresse de ce projet, qui a écouté et mis en mouvement, en musique tous ces soignants, et puis les plus de 80 professionnels de santé qui se sont prêtés au jeu, qui ont raconté, qui ont parlé intime, qui ont été vraiment à livre ouvert et qui ont été vraiment donc plébiscités dans ce prix. Donc voilà. Et finalement, cette catégorie donc santé et formation, ça tombe bien parce que c'est exactement le travail de la Fondation. D'abord, la santé des soignants, la prévention en santé, c'est ce que fait la Fondation. On travaille avec Agir pour le cœur des femmes. C'est la prévention pour le dépistage des maladies cardiovasculaires des femmes. On travaille avec la Maison des femmes qui agit pour lutter contre les violences faites aux femmes. On travaille avec SPS, que je pense que vous connaissez tous ici, avec Catherine Cornibert, soins professionnels de la santé. Donc ça, c'est un premier axe de travail, toujours avec nos plus de 600 collaborateurs. Comme l'a dit Antoine, c'est super important pour nous. Et ils sont des soignants, parce que chez Clariane, on considère qu'on est tous soignants. Même si on n'a pas le diplôme officiel de soignant, on contribue tous à la prise en soin des personnes qui nous sont confiées. Et donc ce premier axe, il est complété par un deuxième qui, lui, est plus tourné vers les futures générations. Et finalement, on s'emploie, toujours grâce à nos collaborateurs qui témoignent, à présenter, à valoriser, à faire connaître les métiers du soin dans leur ensemble. Et ça, c'est le deuxième axe de travail de la Fondation. Et ça, c'est tout simple. On commence au collège, on va au lycée, et puis on va dans les instituts de formation en soins infirmiers, dans les instituts de formation aides-soignants, et on organise des rencontres, des échanges, et on se rend compte que ça marche, que la voix
des soignants, là aussi, elle porte, elle marque les esprits et elle ouvre un peu des portes, des lumières, des lueurs dans les yeux des jeunes et ça les aide à construire leur parcours. Et donc ça aussi, des collaborateurs, des professionnels du soin se déplacent et puis vont à la rencontre. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Aussi que 3000 jeunes depuis 2023 ont été accompagnés avec ces dispositifs grâce à l'implication des 600 collaborateurs. Donc pour nous, c'est déjà génial et même on a envie d'encore plus, mais en tout cas, on en est très heureux. On va continuer. Avant de passer la parole à Serge et à nos invités du jour, je voulais remercier Charlène Berthu de la Fondation que vous connaissez tous et qui fait un travail formidable. Donc voilà, ce soir, on va parler considération, on va parler du rapport entre le temps et le soin. C'est que des sujets qui sont des fondamentaux qu'on retrouve partout. Et donc, je pense que ça va être passionnant. En tout cas, moi, j'ai très hâte de vous entendre et je vous remercie à nouveau d'être parmi nous ce soir. Merci, à tout à l'heure. La fondation, elle s'adresse, c'est la fondation Clariane Aimer Soigner, mais ce n'est pas la fondation de Clariane, au sens où on ne s'adresse pas aux personnes seulement de Clariane. On s'adresse à l'ensemble des personnes que cela peut intéresser. Et donc, il y a parmi vous des gens de l'entreprise. Il y a, je reconnais, quelques étudiantes, puisque je crois qu'il n'y a que des filles qui se sont déplacées dans mes étudiants. Voilà. Et puis, il y a d'autres gens. Il y a des gens qui sont impliqués dans les services à la personne. Il y a des gens qui sont impliqués dans la réflexion autour de ces sujets-là. Il y a des gens qui participent du comité scientifique, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, l'idée aussi, c'est cette diversité. Il y a des gens qui sont dans ces métiers. Puis il y a des gens qui sont autour de ces métiers. Et comme tu le disais, finalement, d'une certaine manière, le soin est beaucoup plus large que simplement une question trop centrée sur la médecine et ainsi de suite. Donc cette notion d'aimer soigner, on s'est dit, mais finalement, la question, c'est comment on fait pour que mieux valoriser, mieux recruter, mieux garder les personnes qui ont choisi de travailler dans ce secteur-là. Généralement, c'est un choix. Il peut arriver que ce ne soit pas un choix. Et souvent, on dit, on peut y arriver par hasard, mais on n'y reste pas ensuite par hasard. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Et puis, dans la discussion, c'est OK, on va se centrer là-dessus. Mais ensuite, on ne va pas tout aborder. Et ce qui est apparu très, très vite dans les discussions, c'est que finalement, ce qui ressort très, très souvent, c'est le manque de temps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est lié que à cette activité-là, puisque globalement, c'est amusant quand même. Jamais on a eu autant de temps dans nos vies. On a vécu aussi longtemps. Et je rappelle que la France est connue aussi pour être un pays formidable, où c'est à peu près le pays où on travaille le moins. Donc bref, on a quand même beaucoup de temps. Et pourtant, on manque très souvent de temps. Donc il y a un peu cette contradiction-là qui est très forte. Et dans les métiers du soin, évidemment. Donc c'était le temps du soin. Et peut-être aussi, on s'est dit, c'est aussi le soin du temps. Parce que finalement, qu'est-ce que je fais de ce temps-là ? Voilà, autour de tout cela. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui compte ? C'est le sens, évidemment, de ce que je fais. Quand on demande aux gens la vie bonne, c'est avoir des revenus convenables pour avoir une vie convenable. Mais sinon, pour le reste, c'est du sens à ma vie, d'être considéré, notion de considération, d'exister et de ressentir une forme de justice, ou d'éviter de ressentir ou de subir trop d'injustice. C'est autour de ça que les choses se situent. Et du coup, dans la discussion, on s'est dit il faut qu'on travaille plus là-dessus. D'où l'idée de monter 2 études pour réfléchir à cette question de comment on partage le temps et comment on discute de la considération. Et donc, avec Diane et Stéphane, nous allons avoir ces 2 éléments-là. Et donc, on s'est dit, il faut aussi qu'on aille voir, chercher des exemples de choses qui se font et qui apportent quelque chose de plus et qui le concrétisent, y compris avec les difficultés que ça peut ressortir. Vous savez bien, hein, le yaka faucon est assez facile à faire, surtout après 3 verres, mais à dire comme ça, mais ensuite à le réaliser concrètement, eh bien voilà, le réel souvent se venge et c'est plus complexe. Donc on s'est dit, après une analyse avec vous deux, dont on vous remercie, où on va vous demander justement d'être surtout sur raconter l'étude, mais surtout qu'est-ce qu'il en ressort de manière très, très concrète. Et ensuite, nous aurons avec nous 3 personnes qui vont intervenir pour présenter 2, pas projets, ce que je dis expérience, innovation, démarche, on trouvera le terme que l'on voudra, mais en tout cas, qui sont bien au-delà du projet, puisqu'ils le font depuis plusieurs années. Et puis ça continue, parce que c'est rare les choses qui s'arrêtent comme ça. Voilà. Et donc, on parlera de cela de manière la plus concrète possible. Et après, on se garde évidemment un temps aussi d'échange avec vous. Le temps et le soin. Vaste sujet. Épineux, compliqué. Et j'aimerais commencer par quelques mots d'Anne Dufourmentel, dans son ouvrage « Puissance de la douceur ». Faire les gestes appropriés
pour endiguer la maladie, refermer la plaie, apaiser la douleur. Le soin est associé depuis le début de l'humanité à la douceur. Il exprime l'intention du bien de ce qui est donné par-delà l'acte médical ou la substance analgésique. Et elle ajoute « L'appréhension de la vulnérabilité d'autrui ne peut se passer pour un sujet de la reconnaissance de sa propre fragilité. » Et oui, nos professionnels de santé, si puissants soient-ils, sont également fragiles. Alors, quel est le rapport avec le temps ? Eh bien, ce qu'on a pu observer, une étude de l'association NERES a montré que la confiance des Français vis-à-vis du système de santé avait perdu 19 points en un an. Quand vous lisez les études sur le vécu des professionnels de santé, vous avez un peu mal, puisque beaucoup d'entre eux estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées. Beaucoup d'entre eux, 34% me semble-t-il, se disent stressés, voire épuisés, avec des signes préoccupants de burn-out et d'anxiété. Alors, je ne suis pas là pour plomber l'ambiance, mais je suis là pour rappeler ces réalités, parce que ce qu'on entend de nos soignants, c'est « je n'ai plus le temps de faire mon métier correctement ». C'est ça que nous entendons la plupart du temps, ce que rappelait Serge tout à l'heure. Je perds le sens de mon métier, de la vocation que je croyais avoir. Question du temps, très difficile, car qu'est-ce qu'on entend par le temps ? Est-ce le temps chronos de nos montres ? Et là, on m'a dit, Diane, tu as 5 minutes. Donc, on est bien dans la contrainte du temps, chronos. Mais ce que nous dit Saint-Augustin, qui disait, quand on parle du temps, chacun d'entre nous a sa définition intérieure du temps, son vécu, son expression du temps. Mais quand il s'agit de la définir, alors là, quand il s'agit de définir le temps, et il nous fait une invitation qui est de s'interroger sur l'impression que le moment vécu laisse à notre âme. Autrement dit, comment j'habite le peu de temps chronos, comment je le vis avec la personne avec laquelle je suis là, maintenant, tout de suite, et quelle impression ça va lui laisser et quelle impression cela va me laisser dans le temps. Cet ouvrage, Le temps et le soin, que vous lirez tous évidemment, et le chemin que nous avons eu dans cet ouvrage, c'est d'abord de comprendre les discordances de temporalité. Le temps vécu par le professionnel de santé n'est pas le même que le temps vécu par la personne malade, n'est pas le même que le temps vécu par le proche aidant de cette personne malade. Et ces temporalités, ces discordances sont celles qui vont mettre des tensions entre les personnes, dans les relations. À partir du moment où on a cette lucidité, on transforme notre rapport au temps vécu et au temps donné. Donc d'abord, ces constats de discordance. Et la question du coup que l'on se pose, c'est comment réunir, comment provoquer une sorte de concordance dans cette rencontre qu'est le soin. Ensuite, on a cheminé sur donc un certain nombre de constats, puis sur que nous révèle la fin de vie, que nous révèle l'accompagnement de la fin de vie et que nous révèle le fait de tous nous rappeler que nous mourrons. Eh bien, ça met en évidence ce que Saint-Augustin nous proposait. Ne pas perdre notre temps à s'user dans des fausses relations.
goûter l'instant présent comme un temps d'éternité. Cela nous a invités aussi à regarder les évolutions sociétales, les évolutions aussi technologiques qui transforment notre rapport au temps, nos modes de travail aussi, dans les professions de santé. Et donc là, Philippe Cahen, ici présent, Isabella Demani, nous ont invités à nous projeter dans l'avenir et à comprendre qu'il y a des évolutions de métiers à envisager et qui vont transformer peut-être le rapport au temps au sein du système de santé. On continue notre chemin, comprendre que nous allons, qu'il y a des discordances, comprendre que nous allons mourir, comprendre que demain est transformé. Eh bien, ça nous donne une vision peut-être renouvelée du soin, ce que certains auteurs nous ont proposé, pour enfin arriver à des initiatives porteuses de sens que vous portez. Donc, vous avez un certain nombre d'initiatives dans l'ouvrage que vous pourrez découvrir. Et enfin, à l'issue de ces... Alors donc, là, on va arriver aux propositions. Voilà. Je savais que tu t'impatientais. En effet, 20 propositions dans cet ouvrage. 20 propositions. On va peut-être pas faire les 20. Non, je te rassure. Qui ne sont pas des yaka faucons, qui sont simplement un support de discussion au sein des équipes, au sein des établissements. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a travaillé, en donnant des pistes de solutions, évidemment. Et je ne vais pas rentrer dans les 20 propositions, mais peut-être dans les 4 axes de propositions que nous avons tirées de tout cela. Premier axe, parce que vous allez voir que évidemment tout est lié. Premier axe, c'est prendre soin du temps dans le système de santé. Comment on habite ce temps, même contraint, qui nous est donné. Gagner du temps de soins par une optimisation des parcours et une culture de la coopération. C'est vraiment là où le bas blesse. La coordination des acteurs, le passage des informations. Donner la priorité à la temporalité de la personne que l'on soigne. Oui, pardon, mais la personne qui est en face d'un professionnel de santé est une personne avec beaucoup de dimensions spirituelles, sociales, familiales, professionnelles. Et il n'y aura pas de parcours de soins réussi si ces différentes dimensions ne sont pas considérées. Et enfin, valoriser le temps soignant et favoriser l'évolution des métiers. Comment voulez-vous garder des professionnels de santé motivés sans une certaine rémunération, sans une certaine considération, sans des offres qui leur facilitent l'existence et sans des perspectives de carrière? Et je sais que c'est un des sujets de prédilection de la Fondation. Je vous invite à donc découvrir cet ouvrage où il y a plein de propositions concrètes et d'initiatives. Et je cède la parole. Merci beaucoup, Diane. On l'applaudit. Voilà. Voilà. Encore une fois, les deux études sont... Les deux expériences n'ont pas attendu les études, mais les deux, voilà, mais il y a le lien entre ces expériences et ces études. Alors, M. Hugon, vous avez été très très calme, vous avez été attentif, et maintenant c'est à vous de jouer avec toute la considération que nous vous devons. Et donc nous allons d'abord vous applaudir. Parfait, merci. Par considération. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Je me disais en écoutant Diane que moi, donc je suis sociologue, mais je ne suis pas du tout un spécialiste du soin en réalité, puisque je dirige une société qui s'appelle Eranos, qui travaille sur ce qu'on pourrait appeler l'économie de la considération, mais qui n'est pas exclusivement portée sur les organisations telles que vous les connaissez, c'est-à-dire autour du soin, et notamment le métier du groupe Clariane. J'ai la chance d'avoir aussi des expériences qui viennent de métiers très différents, comme les maisons de luxe, par exemple, ou les organisations mutualistes et coopératives. Donc des secteurs, des organisations, des cultures métiers qui sont très différentes. Et je me faisais la réflexion qu'il y a un espèce de paradoxe qui pourrait être la clé d'entrée de l'étude que je voudrais vous partager maintenant. Le paradoxe, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels on investit énormément
d'argent, de temps, d'énergie psychique, si je le dis comme ça, de considération, de volonté, de travail, sur tout ce qui est la question du lien, l'hospitalité, l'écoute, l'autorité, la considération, tout ce qui fait la qualité relationnelle, vous savez, cette magie bizarre qu'il y a entre nous, cette architecture d'interaction qui fait qu'il y a des situations qui inhibent les relations et d'autres situations qui libèrent des relations. Et que pour un même geste technique, on peut sortir d'une consultation avec un sentiment de violence et on peut sortir de la même situation avec un grand sentiment d'apaisement. Et le temps, effectivement, il joue une grande part, mais pas que. Donc il existe en réalité un actif immatériel qui est la relation. Et c'est vrai qu'il y a une tradition européenne qui fait qu'on n'est pas très à l'aise avec la relation. Le hasard fait que moi j'ai des activités en Asie et j'ai beaucoup appris à Séoul à quel point l'écoute, l'accueil, la considération, c'est pas un à côté de l'activité, c'est le cœur même, y compris d'une organisation, d'une entreprise. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je me rends compte qu'il y a ce paradoxe, c'était ça mon point d'entrée, entre un secteur qui est probablement le plus à même de porter le soin et qui, pendant longtemps, a peut-être été dépossédé, un peu comme le cordonnier le moins bien chaussé, des outils, des métriques, des process pour administrer ce qui paraît être le plus simple du monde, c'est-à-dire par exemple le toucher, l'écoute, la rencontre, l'accueil. Et donc il en est devenu dans les discussions, puisque j'ai la chance, sous la présidence de Serge, de faire partie de ce comité scientifique de la Fondation, nous avons mené cette étude sur la considération sociale des métiers du soin. Et immédiatement on peut se dire, oui bien sûr c'est une antiphrase, l'étude porte sur la considération sociale des métiers du soin, mais en réalité on va essayer de comprendre la déconsidération sociale des métiers du soin. Quel est le regard porté sur les soignants, de l'aide-soignante jusqu'au grand professeur de médecine? Quel est le regard ou le rayonnement de la société des pratiques de soins dans la société? Quel est l'imaginaire qui accueille ces gestes qui sont à la fois des gestes techniques, médicaux, et qui en même temps sont des gestes hautement symboliques, relationnels, voire liturgiques? Voilà. Donc l'étude était passionnante, et pour vous donner, pareil, envie de la lire, je vais vous donner juste quelques teasers, on dit pas les teasers, on dit quelques embrayeurs dramaturgiques, c'est plus chic, pour vous donner envie d'aller voir ces résultats. Il y a deux premiers points que je voudrais évoquer qui sont en fait des questions sociétales. Parce qu'en réalité, on a le métier qu'on mérite, puisqu'il est porté par des habitudes, des manières de faire. Une situation, la première, c'est, on le voit tous, il y a une dégradation du contexte social. Alors qu'on le sente intellectuellement ou avec le ventre ou peut-être avec le cœur, on a tous senti qu'il y a une drôle d'ambiance. Voilà. Et cette drôle d'ambiance-là fait que les récits sont fragilisés. Les gestes, y compris les plus anodins, eux-mêmes sont fragilisés. La qualité relationnelle, donc cette transversalité, cet universalisme, il est fragilisé pour plein de raisons. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, mais un peu comme le disait Serge tout à l'heure, on est le pays le plus protégé, ou l'un des plus protégés en Europe, et pourtant celui dans lequel le sentiment de la protection est le plus rare, puisque nous sommes dans une situation de fragilité perçue et de vulnérabilité perçue. Voilà. Et aujourd'hui, et je le vois y compris dans ce métier qui est celui de Clariane, mais également dans d'autres métiers, il existe une prime forte pour l'acteur, quel qu'il soit, à produire quelque chose qui a une immense richesse et qui est l'insouciance, ou qui est l'expérience de la sanctuarisation. Tout simplement, être bien, avoir le sentiment qu'on est au bon endroit, ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme l'habitabilité du monde. Trouver un espace où on est apaisé, où les gens qui sont là sont dans une action positive avec vous. Et bien, ce truc-là, il nous échappe en réalité. Le deuxième point, c'est que c'est aussi un facteur sociétal. Il y a quand même un phénomène de rupture que j'évoquais, d'individualisation, et aussi de sécularisation de ce qu'était la considération à l'autre. L'autre jour, j'avais cette discussion avec des gens de milieux mutualistes qui réfléchissaient sur la notion de providence. C'est intéressant parce que la providence, au départ, c'est quelque chose de purement religieux. La providence, c'est un principe théologique.
Et puis ça devient un État, l'État-providence, donc une organisation administrative. Et pour plein de raisons, le régalien est en crise, vous le savez aujourd'hui, il y a un doute, et Diane, vous l'avez dit aussi, il y a un doute sur l'institution qui est censée être là pour nous protéger. Et donc, cette providence, elle se déplace. Et en réalité, elle échoue sur nos frêles épaules, dans nos métiers que nous représentons ici. Et d'ailleurs, il y a une étymologie commune entre la prévoyance et la providence et la prévoyance. Donc les métiers que nous pratiquons, en réalité, ils sont saturés de symbolique et on y répond par du technique. Donc il y a cette espèce d'écart. Donc voilà, on a des gestes, un principe d'individualisation qui fait que les gens ont perdu le fait que quand quelqu'un produit un soin, en réalité, c'est toute une chaîne collective. Et les gens ont perdu cette compréhension, cette compréhension de la providence. Et il y a une espèce de commodisation du geste du soin. Et il est possible aussi que la gratuité accélère cette commoditisation ou commodisation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, c'est un terme français. Et du coup, en fait, quand on est dans un soin, la plupart du temps, on est coupé de la chaîne humaine dont le soin n'est qu'une étape. Voilà. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec le débat sur la fin de vie, etc., où si on en fait une commodisation, un service, en réalité, on perd toute la dimension collective et sociale. Entrons maintenant dans le cœur des... C'était une introduction, bien évidemment. Et puisque nous avons encore 1h15, je peux rentrer. D'habitude, c'est moi qui l'ai fait, celle-là. Mais... Donc, un point qui est important, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe qui va caractériser l'expérience même du soignant dans tous les travaux et toutes les données qu'on a pu mobiliser pour cette étude. C'est que la personne qui soigne est à la fois prise dans un sentiment de déconsidération, le regard de l'autre est souvent dégradant, il n'a pas d'égard, il est même parfois hostile. Alors que d'un autre côté, les témoignages que nous avons eus, et notamment grâce à toutes les données qui sont portées par la Fondation Clariane, on a entendu des gens qui sont dans l'accomplissement de soi de manière très forte dans leur métier. Donc on a des gens qui trouvent qu'ils sont à la bonne place et pourtant la société les regarde d'un drôle d'air. Et ces gens développent des stratégies de ruse, ce que les anthropologues appellent les stratégies de braconnage. C'est-à-dire qu'ils doivent subir un phénomène qui n'est pas le même lorsqu'il est vécu. Il y a parfois des grandes formes de connivence et d'affect entre une personne soignante et le patient. Et d'un autre côté, quand la personne ressort, elle a le sentiment que son métier est vécu comme étant dégradant. Donc il y a cette espèce de grand écart qui est difficile à considérer. Quand on essaie de définir qu'est-ce que c'est que la considération ou la déconsidération du métier, on est confronté à cet élément-là. Et ça, c'est important parce que, puisque nous avons écouté ce que nous a dit Antoine Piot tout à l'heure, il y a des choses très pragmatiques qui sont issues de ces travaux et qui nous permettent de savoir comment construire un récit autour des soignants pour faire de ce métier quelque chose de plus attractif. Quelle est la marque employeur qui va permettre de déployer, de produire des arguments pour donner envie à des gens de rejoindre ces organisations. Alors, ça, c'était l'expérience, un peu paradoxale. Hein. On a assez court maintenant. Quand même. Voilà. Alors, je ne vous parlerai pas des 8 autres points, mais je parlerai du tout dernier. Le tout dernier, qui me semble être la partie peut-être la plus importante, c'est que, en réalité, les organisations de soins sont des objets extrêmement sophistiqués. Et pourtant, il y a un creux là-dedans. Et le creux, c'est de reconnaître, d'identifier, de monitorer, d'enseigner la question du lien. Beaucoup de témoignages qu'on a observés nous disaient qu'en réalité, un bon soignant, c'est quelqu'un qui est très fort sur un point de vue technique. Et après, si en plus, il a une qualité relationnelle, c'est bien, mais c'est comme un à côté, en fait. Et on s'est rendu compte à quel point il manquait un référentiel des qualités relationnelles, sur lequel d'ailleurs il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment par des personnes à l'issue de discussions que nous avons eues à la Fondation. Des travaux qui cherchent à identifier quel pourrait être le référentiel de compétences relationnelles, quelque chose qui échappe au métier qui est le métier technique, et donc qui n'est pas tant celui de la cure, mais que celui du care. Voilà. Il existe aujourd'hui des référentiels sur les capacités, sur les qualités relationnelles qui peuvent être donc transmises, évaluées, formées,
déployer, piloter, et ce qui donne donc à nos métiers des nouveaux outils qui permettront, on peut l'espérer, de trouver et de transmettre ce que certains soignants ont élaboré par eux-mêmes, par discrétion et par habitude de leur métier, par amour de leur métier, et qui pourraient être déployés de manière plus vaste. Voilà. Il y a plein d'autres éléments que je vous invite à observer dans cette étude, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous avons eu de plaisir et de chance de l'écrire. Merci beaucoup Stéphane. On les applaudit. Alors, vous voyez, toute cette rencontre est sous l'égide du temps, et vous voyez bien qu'on court déjà après le temps, ce qui était évidemment prévu, mais ça marche toujours comme ça. Finalement, le lien reste l'élément absolument majeur de toute société. Il y a une très très grande étude qui s'appelle The Good Life, qui a démarré en 1938 aux États-Unis, où globalement on demandait aux gens qu'est-ce qui ferait, comment vous vous sentez heureux, qu'est-ce qui vous rend heureux. Les gens en parlaient de l'argent, de notoriété. Et puis ils ont redemandé, et ça date depuis 1938 avec des populations qui ont continué. Hein. Et au bout d'un moment, les gens disaient finalement la notoriété non, l'argent. Il y avait une analyse assez marrante qui disait qu'entre 75 000 $ par an et 75 millions de dollars par an, il n'y a pas de gain particulier de bonheur. Donc c'était pas. Mais en revanche, ce qui ressort, c'est le lien. Ben oui, c'est les autres. Nous sommes des animaux sociaux, on a d'abord besoin du lien. Et quand tu parlais de lien, ça m'y faisait penser. Quel que soit le métier, et en plus, sans doute que les métiers de la santé au sens large, les métiers du soin au sens large ont besoin de ce lien. Et le lien, il demande de la considération et du temps. Donc on est en plein de. On va vous remercier tous les deux. Je vais demander donc à Christelle Galvez, à Guillaume Rousson et à Nathalie Menster de bien vouloir me rejoindre. On les applaudit. Encore une fois, on cherchait, on ne pouvait pas prendre 10 000 exemples. On voulait prendre, d'abord, il n'y en a pas. Soyons francs. Et on voulait des éléments qui nous permettent aussi de réfléchir et qui soient une démarche qui est en train de se faire. Encore une fois, le mot démarche est intéressant. Il n'y a pas un truc qui a été. C'est comme ça qu'il faut faire. Une méthode. Non. On suit des choses, on avance. C'est ce qu'on voulait avec vous trois, justement, c'est vous écouter autour de cela. Alors, ce que je propose d'abord, vous trois, on va d'abord faire un premier point, c'est expliquez-nous les deux démarches. On démarre comme ça. Donc, avec vous deux, on démarre sur la première démarche, puis ensuite, avec Christelle, on ira sur la deuxième démarche. Voilà. Oui, je me souviens de ce que tu m'avais dit. Voilà. Avec plaisir. Bon, en tout cas, déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'accueil par la Fondation. On est très content d'être ici aujourd'hui, ce soir, pour vous présenter effectivement cette démarche. Donc, je ne peux pas te prendre la parole au début et puis tu vas pouvoir faire la suite puisque... Oui, parce que vous avez vu, je n'ai pas dit qu'ils étaient exactement. Ouais. Je n'ai pas dit que Christelle avait commencé comme aide-soignante, par exemple. Je n'ai rien dit. Voilà. Pour laisser à vous aussi de vous raconter d'une certaine manière. Ouais, donc moi, je suis Guillaume Rousson et avant tout, je suis kinésithérapeute. C'est pas marqué derrière, je pense, non puisque, en fait, j'ai la particularité, et je suis content d'être entouré un peu de sociologues, parce que j'ai fait un double cursus entre kiné et un master de sociologie de la santé. Donc, ce qui est déjà un petit peu bizarre pour beaucoup. Et c'est en fait dans le cadre de ce master que je me suis intéressé aux nouvelles politiques de qualité des soins, parce que c'était aussi un master de sciences politiques, et notamment à comment réussir, d'un point de vue organisationnel, mais initialement d'un point de vue plutôt... disons stratégique, de comprendre l'expérience des patients et de le comprendre à toutes les étapes. Et puis, je vous passe toutes les détails et péripéties. Et en fait, on est arrivé dans le cadre d'un hackathon. Je ne sais pas si vous connaissez ce format. C'est 2 jours, ou pendant 2 jours, à une petite dizaine, très pluriprofessionnels, on essaie de travailler sur un projet. Et nous, le projet, c'était justement ça. Comment on va réussir à capter, à comprendre l'expérience des patients. Et en fait, la démarche que l'on a mis en place en 2021 avec 9 établissements de santé qui après s'est déployée un petit peu de partout en France et en Belgique, et dont on vous parlera effectivement de sa mise en place en Belgique, c'est une démarche qui consiste à recueillir l'expérience patient. Vous avez obligatoirement tous et toutes déjà rempli des questionnaires, alors peut-être pas à l'hôpital, mais un peu de partout, avec des questions et des cases à cocher. Nous, l'idée initiale qu'on a eue, c'est que sortant de mon master de sociologie, je me suis dit... Une expérience patient, on ne peut pas la résumer par des cases à cocher. Il peut bien avoir toutes les questions du monde et toutes les cases possibles. Ça ne permettra pas de rentrer toutes les expériences de tout le monde. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas poser des questions ouvertes. Poser des questions ouvertes,
comme qu'avez-vous vécu de positif durant votre séjour, qu'avez-vous vécu de négatif, quelle a été votre expérience, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Des questions vraiment très larges, très globales. Et on a eu la chance qu'en France, ce qui est un petit peu différent de la Belgique, et c'est pour ça qu'après on a accompagné William Lennox pour mettre en place cette démarche-là, on a la chance en France, par la Haute Autorité de Santé, d'avoir un questionnaire depuis 2016, obligatoire pour tous les établissements de santé, qu'ils doivent envoyer à tous les patients, tous les usagers qui sont passés plus de 2 jours dans des soins en médecine, chirurgie, en obstétrique, en chirurgie ambulatoire ou dans des soins de psy ou pour de la rééducation. Ce questionnaire, c'est 60 questions fermées. Et à la fin, 2 questions ouvertes non obligatoires. Qu'avez-vous vécu de positif durant votre séjour à l'hôpital? Qu'avez-vous vécu de négatif durant votre séjour à l'hôpital? Et moi, j'ai découvert ça aux Hospices Civils de Lyon quand je terminais mon master. Et aux Hospices Civils de Lyon, c'était plus de 15 000 retours des patients qui arrivaient chaque année dans un tableur Excel avec un patient par ligne, le retour positif, le retour négatif, le service dans lequel le patient a été et la date. Et en fait, on s'est dit, c'est une matière première extraordinaire, c'est un diamant brut. Et déjà en 2021, avant les grands modèles de langage, avant les GPT et autres, on avait déjà des technologies par le traitement automatique du langage pour réussir à analyser ce type de données et réussir à valoriser finalement ces données. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec 9 établissements de santé. On est parti de cette matière brute. Nous, on a lu les verbatims, plus de 20 000 verbatims, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était à l'intérieur et commencer à créer une classification. Mais la particularité, c'est que toute cette méthodologie, lire les verbatims, entraîner les algorithmes, créer la classification, créer des tableaux de bord pour après réussir à diffuser ça auprès des professionnels, toute cette méthodologie, on l'a menée avec ce qu'on appelle le partenariat patient, c'est-à-dire qu'on l'a menée en co-construction et en co-décision avec des patients de partenaires. Du coup, nous, on a développé même carrément la méthode et créé l'entreprise en partenariat patient avec 2 professionnels de santé, dont moi, 2 patients de partenaires et un ingénieur pour la partie liée à l'intelligence artificielle. Et du coup, petit à petit, on a déployé ça dans des établissements de santé, dont à William Lennox, et ça fait le lien avec ici de Nathalie, où finalement, en Belgique, il n'y avait pas cette démarche nationale, comme avec la Haute Autorité de Santé, d'avoir un questionnaire. Et donc, on les a accompagnés pour réussir à créer un questionnaire lié justement à des questions ouvertes, à du recueil de verbatim, puis à ces analyses et à l'utilisation surtout des retours, non pas que par les professionnels, mais aussi par des patients directement au sein d'un comité patient. Et ça me permet de te passer la main. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, moi, je n'ai pas... Quoique, oui, j'ai un métier de soignant. Je suis maman d'un enfant qui a séjourné à William Lennox et qui va probablement y retourner de temps en temps. Donc, j'ai cette chance de pouvoir être le lien entre ce que vivent les soignants et ce que vivent les patients. Parce que j'ai la chance d'avoir les 2 casquettes depuis que j'ai intégré le comité patient partenaire de William Lennox. Et donc, effectivement, travailler sur la vie des patients, c'est une base qui peut être très utile et qui, d'ailleurs, fonctionne très bien depuis qu'on utilise la plateforme de Guillaume, tout simplement parce qu'on demande l'avis aux patients et on essaye, dans la mesure du possible, à partir de ce qu'ils ont donné comme information, comme ce qu'ils ont bien vécu, ce qu'ils ont mal vécu, on essaye de pouvoir trouver des solutions. Et nous sommes à l'interface entre justement le personnel soignant et les patients. Et donc nous pouvons essayer d'améliorer les choses pour qu'elles soient exactement à l'intersection entre ce que vit le patient et ce que vivent les soignants. Parce qu'on parlait tout à l'heure du lien. Le lien, il est essentiel. Et le lien de la compréhension du patient, mais aussi qui passe par le lien de la compréhension du soignant, de ce qu'il vit au quotidien, de ce qu'il est possible de faire, fait que ça enrichit l'expérience du patient, mais ça facilite aussi, et ça, dans le temps, j'aimais aussi assez bien la définition du mot du temps, parce que c'est pas simplement chronos, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment la qualité du lien et la qualité de la relation et de ce qu'on fait de cette relation,
qui, grâce à l'écoute de part et d'autre, peut permettre justement de gagner du temps parce qu'on fait exactement comme il faut dans la bonne direction pour les deux, le patient et les soignants. Et un petit mot pour terminer peut-être sur cette première partie. Du coup, dans le cadre de mon doctorat en sciences de gestion, j'étais encore la semaine dernière, toute la semaine à William Lennox pour échanger avec tout le management et la direction là-bas et observer effectivement un comité patient. Et donc, comment ça se passe finalement pour synthétiser finalement ce qu'on vous a dit et que vous puissiez bien vous représenter les choses. Alors déjà, si vous voulez comprendre ça en précision, vous pouvez taper William Lennox patient sur YouTube et vous avez une vidéo explicative qui résume bien ça. Et puis ça pourra sûrement vous la transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais pour que vous compreniez bien, du coup, l'objectif, c'est d'avoir un cycle d'amélioration en continu de la qualité basé sur l'expérience patient qui est travaillé en co-management entre des patients et les cellules qualité. Du coup, on a un recueil libre d'expérience patient avec un questionnaire qui a été co-construit avec des patients. On a une analyse par des algorithmes d'intelligence artificielle qui classifient ces verbatims-là en thèmes, en sous-thèmes et en niveau de ressenti. Algorithme et classification qui a été co-construit avec des patients. Puis, on visualise ça sur des tableaux de bord qui ont été co-construits avec des patients. Tableaux de bord qui sont mis à disposition de la direction, des responsables d'équipe, du comité patient avec des visualisations adaptées pour qu'ils puissent avoir des prises de décision à ce niveau-là. Et du coup, une fois que ces éléments sont donnés au comité patient composé d'anciens patients de l'organisation, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir avoir un focus sur un certain nombre de sujets. Et là, d'ailleurs, il va avoir bientôt des entretiens qui vont être réalisés sur les éléments plus négatifs pour aller comprendre en détail ce qui se passe. Et à partir de ça, réussir à mettre en place des actions opérationnelles avec les équipes de terrain, mais aussi des patients partenaires qui vont siéger, qui vont être en tout cas discuter avec les instances, notamment avec le conseil d'administration, pour réussir à toutes les strates de faire vivre cette expérience patient, mais pas simplement au travers de chiffres ou au travers de mots, mais incarnée par des patients partenaires. Et c'est aussi pour ça que ça nous paraissait indispensable que tu puisses aussi venir nous en parler. Oui, alors ce qui est formidable aussi dans l'expérience que nous avons à William Lennox, c'est que nous avons ce soutien de toutes les couches de l'organisation de William Lennox, que ça passe par les soignants sur le terrain, mais aussi la cellule qualité, puisque notre responsable du comité fait partie de la cellule qualité, il est responsable, mais aussi de la direction qui nous écoute et finalement de toutes les fonctions qui peuvent circuler dans William Lennox, qui viennent dans nos comités pour nous consulter, pour nous demander notre avis, afin de pouvoir faire évoluer leur travail, leur manière de prendre les patients en charge, et pour améliorer la qualité de l'expérience patient qui, du coup, dans son lien avec le soignant, se sent évidemment plus écouté, et le soignant également. On va s'arrêter là. Oui. Vous deux, parce que sinon on va... Mais après on va revenir, hein, on va poursuivre. Il faudra vous donner un exemple. Oui, justement, on va venir sur des éléments très très concrets, mais c'est d'abord la démarche. Vous voyez qu'elle est pas simple, elle prend du temps, justement. On reviendra sur ces notions-là. Voilà, elle utilise des outils numériques et tout ça, mais c'est d'abord une démarche, je dirais, de volonté, d'une vision. C'est aussi ça, c'est d'abord une décision humaine, et qui est un bon moyen d'aller vers Christelle sur cette notion-là aussi. Ça fait à peu près 6 ans dans votre cas. Et racontez-nous pareil, la démarche et comment ça s'est passé. Bonjour à vous tous. Donc moi, comme tu l'as dit, j'ai un passé et en fait une culture soignante, puisque je suis aide-soignante puis infirmière. Et le management est venu à moi plus que moi à lui. Et puis je suis devenue manager parce que j'aime profondément les soignants et les patients et que j'avais envie de donner le meilleur de moi-même pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, depuis 11 ans, je suis dans un centre de lutte contre le cancer, après avoir passé du temps à essayer de comprendre ce qui faisait la différence entre les compétences techniques et les compétences non techniques, qu'est-ce qui faisait la différence dans notre approche du soin. Et pour ça, je suis partie à Stanford, mais aussi dans l'armée de l'air, pour apprendre comment on avait diminué les erreurs. Et j'essaye de tirer le fil de pourquoi j'arrive à ça. C'est qu'une fois arrivé au centre Léon Bérard,
Bien sûr, je suis directrice des soins, il y a 600 soignants, j'ai maintenant 1000. On a plus de 45 000 patients par an, il faut du 24 heures sur 24. Et puis petit à petit, on est quand même dans une performance où on a des patients des durées de séjour de plus en plus courtes. On a des soignants qui sont jeunes, qui arrivent, qui veulent apprendre, qui viennent choisir le soin dans les centres de lutte contre le cancer parce que c'est du relationnel, mais aussi de la technique. Et on voit bien quand on sort de l'école qu'on est quand même on est encore en train d'apprendre à conduire et on voit bien quand on passe le permis, on regarde le volant, on est concentré, on n'est pas encore dans l'écoute active de tout ce qui se passe autour. Donc on est très concentré sur le soin technique et après arrive ce moment de relation. Au début, j'ai investi ce que j'avais appris dans l'armée de l'air, qu'il fallait aussi écouter la qualité de l'ambiance de travail, écouter les soignants sur ce qui fait les grains de sable dans le rouage. Et donc, on avait mis en place des fiches d'ambiance, comme des fiches d'événements indésirables, des fiches d'ambiance, où tous les soignants peuvent exprimer ce qui les met en difficulté, au contraire, ce qui les rassure, et ce qui fait ce côté sécure et apaisé, ou au contraire, ce qui fait ce côté très stressé, où, de toute manière, l'événement indésirable après, on l'avait vu venir. Et donc, ce qui était intéressant, c'était d'avoir l'ambiance recueillie et d'avoir des temps de rencontre une fois par mois pour parler de ça. Et en fait, ça, c'était 2015, 2016, 2017. On fait des réunions, ça s'appelle la CRAM, c'est-à-dire ça sentait le cramer, c'est un peu le truc, parce que la CRIM, c'est l'analyse des fiches d'incidents. Moi, je voulais qu'on travaille sur le truc juste d'avant, et avec des ambassadeurs, aides-soignants, infirmiers, la médecine du travail, etc. Et puis, on les entend nous dire, mais de toute manière, on n'a pas le temps. C'est une des raisons pour lesquelles on se sent stressé et on n'a pas l'impression de pouvoir donner le meilleur, on a l'impression de louper du temps, de courir après le temps. Et donc cette histoire de temps est arrivée, mais vraiment comme le numéro 1 du problème, en fait. Et plus ça allait, plus il nous fallait des soignants, plus il faut rajouter du temps. Et j'avais l'impression que c'était de toute manière, on est passé à 600 et à 1000, vous voyez, entre 2013 et puis 2023, et ça n'a rien changé. On a toujours eu cette sensation qu'on n'a pas le temps. Et donc, la question est arrivée en 2017, parce que je pars à Genève. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve ça très bien de partager les expériences, parce qu'à Genève, je vais passer 1 ou 2 fois par an des temps à l'hôpital de Genève, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de Silicon Valley là-bas du soin. Et je regarde ce qu'ils font. Et puis, ils ont mis un projet qui s'appelle « Plus de temps pour les patients ». Et donc, moi, réflexe, temps, etc. Et donc là, je reviens avec ce que je vois. Ils ont mis en place des tableaux dans les chambres où, en fait, on s'identifie tous les jours par son prénom. On dit pourquoi le patient est là. Le patient a sa part où il peut écrire ses questions. On peut dessiner, on peut faire le projet de soins. Et de ce fait, on se met d'accord tous ensemble sur pourquoi on est là. Et on a un temps dédié à chaque relève pour parler de est-ce qu'on est OK sur ce pourquoi on est tous ici. Et donc ça, c'était intéressant. L'autre projet qu'ils avaient, c'était au lieu de faire une relève tous les jours dans la salle de relève, comme on sait le faire depuis des années, eh bien, une des relèves se fait au lit du patient et le patient fait sa relève aussi. En disant, moi aussi, j'ai quelque chose à vous raconter, ma journée a été plus ou moins correcte, on a répondu plus ou moins à mes questions et en fait, j'ai aussi besoin de participer à la relève. Et puis, une autre chose, c'était des temps debout dans le couloir, de brief de toute l'équipe, où ils se posent 4 minutes le matin, 4 minutes l'après-midi pour se briefer. Et se connaître entre eux, c'est moi le matin, c'est qui le médecin, qui est, etc. Et puis, un gilet bleu pour ceux qui vont être les interlocuteurs de l'extérieur, et tous ceux qui ne sont pas des interlocuteurs de l'extérieur ne peuvent pas être interrompus. Alors, je trouvais que, la Suisse, c'est Anne Weidreich quand même. Donc je me suis dit, on va faire un truc un peu français, je vais revenir en France et puis je vais discuter avec mes équipes. Et puis, il y a une première équipe qui prend Effectivement, il y avait des vidéos sur YouTube, ça m'a permis de revenir, pas avec la bonne parole seulement toute seule, mais avoir des vidéos, puis on a fait 2-3 Zooms. Et là, il y a une équipe qui m'a dit, mais moi je prends, parce que nous, on est le service de chirurgie ORL, on a des patients qui sont trachéotomisés, et ça tombe bien, on a du mal à échanger, on a du mal à se mettre d'accord, et puis l'histoire du tableau, c'est sympa, parce qu'eux aussi, ils avaient l'habitude, malheureusement, de devoir déjà utiliser tableau Velleda, donc c'était pas trop un sujet. Et donc ce service a pris en bras le corps l'histoire du tableau, et puis la relève, et se sont sentis
ils avaient envie de faire cette expérience. Et ça a pris, mais de manière très rapide, avec des médecins qui se sont dit « Ah bah tiens, c'est sympa, parce que moi, je me suis mis à faire des dessins dessus sur l'opération que je vais leur faire. » Et puis les patients, ils ont mis post-it, des trucs, et tout le monde commençait à... Et donc ça a pris comme ça en 2019. Puis le Covid est arrivé, donc quand on a commencé à tous se concentrer un peu sur le Covid, on a mis un peu en stand-by. Puis au moment de ressortir le projet, c'est les services de chirurgie qui a dit « Mais moi, je vais aller venir, on veut bien aller dans tous les services voir. » Et dans les autres services, le Covid étant arrivé, je rappelle le sujet, ils ont dit « Ah non, mais plus de temps pour le patient, ça commence à bien faire. Nous, c'est plus de temps pour les soignants. » Et ça a fait un méga flop, mon projet. Vraiment, et c'est là toute la sémantique du « pour » m'a détruite. Et là, j'ai cru que le projet était foutu. Et puis, comme il y avait cette émulsion autour de ce projet, puis des patients qui avaient fait partie du projet, qui trouvaient que c'était quand même bien, qu'on puisse avoir du temps d'échanger dans la relève, qu'ils puissent écrire, c'est plus les patients qui sont venus me voir en disant « on ne va pas lâcher ». Mais par contre, on peut en reparler. Puis, bien sûr, en relève. Et là, il y a une aide-soignante qui me dit « Mais franchement, c'est bien votre truc, mais si c'est avec les patients, je suis d'accord, mais si c'est pour, oubliez-moi. » Ben voilà. Il suffit de changer pour et avec. Et donc, d'un seul coup, le projet est reparti, parce qu'on n'était plus sur le pour, mais on était avec. Et donc, là, maintenant, c'est là où on a pu commencer à vraiment discuter. Et on était avec les équipes. Et qu'on n'était plus juste tout ça. C'est pour ça que je trouve très intéressant de partager tout le temps. Et quand on travaille avec Guillaume, depuis le début qu'il travaille sur ses verbatim, à chaque fois je lui dis « Et les verbatim soignants ?» et l'expérience des utilisateurs, des soignants. Il faut mettre en cohérence les deux, parce que si on les prend que d'un côté, eh bien, il n'y a plus cette sensation de faire équipe, de faire ensemble. Donc l'idée a été de déployer à l'ensemble, et puis c'était extraordinaire, puisque les médecins ont trouvé, et moi, pourquoi nous, on n'est pas intégrés dans le projet, nous aussi, on veut faire la relève, nous aussi. Et donc, c'est devenu le projet de l'établissement. On l'a inscrit dans le projet médical scientifique de 2021 à 2026, donc on est en cours, on a carrément un doctorant maintenant qui est dans nos murs, un sociologue qui regarde, parce que pour finir, cette histoire du temps, et puis on a pu, juste la dernière anecdote avant qu'on passe la main, ça va Serge là ? Avant qu'il me dise stop, le temps c'est fini. C'est que il était hors de question de plaquer ou calquer des choses, services, de la même chose qu'on avait fait dans un premier service, parce que chacun avait envie de construire avec les patients et les soignants leurs solutions. Peut-être, on a eu le tableau qui était assez uniforme, mais tout le reste, c'était comment on peut le faire, c'était quoi la période. Est-ce que pour finir, c'est une relève intégrée ou c'est plutôt on fait un tour? Et en fait, dans un service, si je dois vous montrer un dernier exemple, il y a une infirmière qui allait partir de son service à la fin de son tour en disant à sa cadre, de toute manière, j'ai passé une vraiment mauvaise journée, j'ai pas eu une minute pour les patients, j'ai l'impression d'avoir bâclé mes soins, j'ai vraiment l'impression de vraiment pas avoir fait. Et tu vois, j'ai pas venu travailler ici pour ça. Moi, je pensais que je pouvais avoir du temps. Justement, on m'avait vendu qu'on aurait du temps pour travailler avec les patients. Et là, comme ce travail de fond est fait, la cadre, et c'est pour ça que c'est aussi important d'embarquer les managers de proximité dans cette compréhension que le temps aussi, ceux qui font des plannings tout le temps, j'imagine à quel point c'est aussi un sujet pour eux. Elle a pris le temps de dire, est-ce que ça te dérange qu'on aille voir les patients dont tu as pris la charge aujourd'hui? Dis-moi lesquels, avec qui tu étais. Et puis on va leur demander si pour finir le temps que tu as passé avec eux était si peu de qualité. Et mais non, mais tu vas voir, ils vont me dire ça va être dur à entendre, je sais que c'est pas juste. Puis ils ont tout simplement pris le temps de tourner à voir 2 patients. Et ils sont à peine rentrés dans la chambre que la cadre s'est présentée, dit ben voilà, je suis le manager du service, je viens avec votre infirmière pour voir comment c'est. C'était génial. Elle a eu des regards, une attention. À chaque fois qu'elle posait une perf, elle me posait une question. En plus, elle connaît ma famille parce que je l'ai vue hier et puis avant-hier et puis elle m'a posé. Elle a été attentive. C'était le premier patient, elle a fait ouais, bah, coup de bol. Deuxième, et puis le deuxième a dit la même chose. Et en fait, elle est partie au moment où elle a dit à la cadre, bah, c'est fou parce que je pense que j'allais démissionner. C'était pas qu'une question de aujourd'hui. C'est une sensation que j'ai trop souvent. Et donc c'est là où est arrivée l'histoire de la prise terre. Bon, ça c'est mon expression, mais
Je crois que comme nos séjours sont très courts, on a à peu près entre 3 et 4 jours, les patients ont vraiment cette impression, les soignants ont vraiment l'impression qu'ils courent après le temps ou que le temps de rencontre, pour finir, n'est pas si important et que le retour immédiat des patients, on prend le temps de leur demander, pour finir, est-ce qu'on a répondu à vos besoins? Et c'est après qu'on a le questionnaire, qu'on leur renvoie, on a le feedback, mais 30 jours après, et 30 jours après, il n'est même pas encore arrivé dans nos soins, parce que tu vois, le temps que ça passe au comité patient, etc. Et donc, on se dit, mais en fait, avant qu'ils partent, on ne pourrait pas, à chaque fin de journée, est-ce que j'ai fait le job? Et donc, ça a été partie que les aides-soignantes pouvaient aussi avoir cette partie-là. Bon, voilà. Merci d'avoir pris le temps. Voilà. Vous voyez, donc cette notion de temps, elle est sacrément subjective. Et voilà, c'est pas le temps en soi, c'est pas un chiffre. Voilà, c'est quelque chose d'autre. On voit bien tous ces éléments-là. Alors justement, en vous écoutant, écoutant, voilà, on voit bien toujours ces éléments-là. C'est-à-dire, mais finalement, tout ça a pris du temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps aussi de certains et de certaines qui s'investissent plus que d'autres, et ainsi de suite. Et donc, j'aurais deux questions justement autour de ça. C'est finalement, est-ce que cette notion de temps que l'on prend, comment on la discute de ce temps en plus? Votre temps à vous, vous êtes maman, vous avez toutes vos activités, et là on prend du temps en plus, le temps des professionnels du soin, comment tout ça s'organise et comment les uns et les autres peuvent aussi accepter ou pas et avoir aussi leur propre rapport au temps, et comment on fait tout ça. Et puis, l'autre question qui sera, on verra après. Voilà. Restons déjà sur celle-ci. Cette notion de temps, justement, et il faut prendre du temps, parfois d'ailleurs pour gagner du temps d'une certaine manière. Peut-être vous partagez une étude qui a été réalisée par Antoine Boivin et collaborateurs, qui était un essai contrôlé randomisé. Vous savez, c'est le plus haut niveau d'études qu'il est possible de faire en santé. Essai contrôlé randomisé dans l'organisation, organisation dans lesquelles des patients sont impliqués, organisation dans lesquelles les patients ne sont pas impliqués en tant que patients partenaires. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à mettre en évidence, donc avec un vrai contrôle scientifique, c'est que lorsqu'il y avait des patients partenaires, il y avait une convergence des différentes parties prenantes, c'est-à-dire on arrive à se mettre d'accord plus facilement, 41% du temps plus dans les organisations dans lesquelles il y avait des patients partenaires. Par contre, oui, ça demandait un peu de temps. Ça demandait 10% de temps en plus, pour donner des chiffres très concrets. Ça demandait seulement, j'ai envie de dire, 10% de temps en plus pour avoir presque 50% de plus de convergence entre les personnes. Et 17% de coûts pour payer quand même, rémunérer, défrayer à minima les personnes qui étaient impliquées, notamment dans ce cas-là des patients partenaires. Donc c'est aussi pour dire que oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande potentiellement même de l'argent, mais derrière les gains potentiels peuvent être majeurs. Et peut-être un exemple par rapport à William Lennox dont tu peux parler, c'est aussi ce qui avait été fait par exemple, sur les abords avec le nouvel hôpital et la réflexion de dire on va faire des choses extraordinaires pour les patients, etc. Et puis de simplement demander aux patients et du coup d'avoir une réflexion, un apport finalement des patients pour dire non mais on n'a peut-être pas besoin de tout ça, on a besoin de choses qui sont surtout spécifiques à nos besoins. Et donc là on gagne du temps et de l'argent. Oui. Ou les chambres aussi que vous avez testées, voilà, des choses où c'est du temps investi finalement qui peut vraiment rapporter derrière. Et à William Lennox, on a mis en place en co-construction avec le personnel soignant un projet thérapeutique, un soin et un suivi du patient qui s'appelle le P3I, qui est le plan d'intervention interdisciplinaire individuel. Donc qui va placer le patient comme acteur de ses soins en collaboration avec tous les intervenants dans sa prise en charge tout au long de son parcours. C'est sûr que mettre le P3I en place a pris du temps. On commence tout doucement à le mettre en pratique dans certains services, mais ça va permettre de gagner beaucoup de temps puisque le patient va pouvoir lui-même exprimer ses propres besoins, il va pouvoir construire ses objectifs avec ses intervenants et donc les intervenants vont gagner du temps dans le fait de faire ce que le patient sera capable de faire, ce que le patient voudra faire. Et donc, tout le monde va y trouver la juste mesure de son travail. Le patient parce qu'il va évoluer, le soignant parce qu'il va le faire, et il va faire ce que le patient
est capable de faire et perdra moins de temps et ce sera une meilleure qualité de prise en charge. En vous écoutant, je me demandais même si, est-ce que le fait qu'il y ait les principaux concernés, c'est-à-dire les patients, les malades, les familles et tout ça, dans des réunions, ne réduit pas le temps perdu en querelle d'ego et en discussion un peu oiseuse? Est-ce qu'on ne se sent pas un peu obligé d'être plus concret parce qu'on a à côté la personne qui est concernée directement? Ouais. Question. Ça a été testé. Hein. Ça a été testé au Canada. On fait des sessions d'amélioration en continu de la qualité. On fait des sessions, des groupes, où on met des gens autour de la table. On met des gens avec des patients partenaires, des gens sans patients partenaires. Au bout de 2 heures, sans patients partenaires, c'était surtout les égos et les différentes corporations qui étaient ressortis. Ils essayaient de demander d'avoir du temps en plus pour réussir à finir leur plan d'amélioration de la qualité. De l'autre côté, ils avaient un plan, des objectifs et ils savaient où ils allaient. Et quand ils ont observé, ils se rendaient bien compte que finalement, les différents professionnels, lorsque effectivement les personnes concernées sont directement autour de la table, hormis si on a des personnes qui prennent toute la place, si les professionnels, et la plupart de toute façon savent très bien le faire, s'ils arrivent effectivement à se réaligner par rapport aux vrais besoins des patients, on arrive à gagner énormément de temps. Et c'est pour ça que le P3I commence à être mis en place pour justement se dire, un patient dont l'objectif après un AVC n'est pas de cuisiner parce que je n'aime pas la cuisine. C'était toi, ça? Non, c'était pas toi. Mais qui n'aime pas la cuisine, en ergothérapie, on ne va pas travailler ça. On va travailler plutôt l'écriture parce que c'est une personne qui veut absolument reprendre l'écriture pour pouvoir après reprendre son métier. Et donc, c'est là aussi du temps investi avec effectivement cette discussion qui peut prendre quelquefois un peu plus de temps parce que les personnes concernées sont là. Oui, ça prend du temps. C'est pas, on a appris à travailler entre professionnels. Et donc, d'avoir des patients en plus, c'est pas si facile. Mais ça prend un peu de temps pour se former, pour comprendre, pour apprendre. Et après, par contre, ça nous en fait gagner énormément. Oui, il y a un changement de mentalité, effectivement, qui fait que intégrer les patients dans leur propre projet de soins, c'est pas toujours si facile. Mais finalement, à partir du moment où on a d'un côté les patients qui savent ce qu'ils veulent et qui l'expriment et qu'on écoute, et de l'autre côté, le soignant qui sait ce qu'il doit faire et qui le fait dans la mesure du possible avec le patient et dans le sens du patient, je pense que le gain de temps, il est là. Parce que la qualité de la prise en charge, la qualité du soin est de toute façon meilleure si on travaille en collaboration. Donc du gain de temps et une meilleure qualité. En vous écoutant, je me disais qu'il y aurait un truc assez révolutionnaire, c'est de faire que dans chaque conseil des ministres, il y ait des Français qui soient là. Mais ce ne serait pas inintéressant et peut-être qu'on perdrait moins de temps sur certaines discussions oiseuses ou autres. Il y a peut-être quelque chose à inventer par rapport à ça. Alors, pareil, Christelle, est-ce que par rapport à ces éléments-là, de ce temps que l'on prend quand même, comment c'est perçu? Parce qu'il faut du temps pour gagner du temps d'une certaine manière. Et la deuxième question, c'est aussi, parfois les personnes, avec plus de temps, comment elles réagissent? Parce que souvent, il me faudrait plus de temps. Tiens, je t'en donne. C'est justement, c'était intéressant parce que je vous écoutais et je dis, je pense que la petite voix intérieure des soignants, ça aurait été de dire, ouais, vous voulez que je fasse ça pour gagner du temps et de se faire diminuer le nombre de personnes que l'on est. Donc il faut bien sûr rassurer sur le fait qu'on n'est pas en train de faire une recherche de gain de temps, mais plus d'investir le temps et d'incarner le temps, et aussi d'accepter, ce que vous disiez très bien, le fait d'accepter sa vulnérabilité. Et ça, c'était la partie, je pense, que j'avais sous-estimée quand on a travaillé ce projet, parce que, mine de rien, confronter la maladie, ce moment qu'est le cancer, le moment de vulnérabilité extrême que vient générer le cancer dans la vie des gens, il vient renvoyer à l'autre aussi sa propre vulnérabilité. Et quand d'un seul coup, il a fallu se dire, rentrer dans la chambre juste pour prendre le retour et le feedback du patient, et j'ai beaucoup eu de soignants qui m'ont dit, mais si je ne sais pas répondre, et puis si je rentre avec rien, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ça vient confronter qu'est-ce que je suis, en fait. Si je ne suis pas dans l'action, et que je ne remplis pas le temps d'une action, ça vient me mettre un peu à nu. Il n'y a pas un tiers médiateur entre moi et le patient. Et donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de la vérité que ça vient renvoyer à l'autre. Il a une capacité à réaliser un geste technique,
mettre en relation à l'autre qui est vulnérable, ça va vraiment bousculer. Et ça, c'est pas pour gagner du temps. C'est juste pour que le temps soit incarné. Mais pour que le temps soit incarné, il faut aussi accompagner les soignants. Et on en parlait ce midi, et moi la première, à accepter que je suis vulnérable. Et qu'il y a de la force dans la vulnérabilité. Et qu'il n'y a pas... quand on est soignant, on a cette impression qu'on doit être fort au-delà de tout. Parce que c'est nous qui sommes debout. Et que l'autre ne l'est pas. Mais en fait, ça nous donne une posture un peu paternaliste ou infantilisante, ce moment-là. Mais sans le vouloir, parce qu'on pense qu'on est juste dans cette posture-là. Donc, le temps est avant tout un espace pour être. Et quand on est soignant, on revêt une blouse blanche, on est tous un peu identiques, on est un peu juste des professionnels. Sauf que quand on n'est plus dans l'acte de soin, on est soi-même. Et ça, cette vulnérabilité, elle est très importante à ne pas l'oublier. Donc quand on veut engager une dynamique de comment investir le temps, il faut déjà prendre soin des soignants pour leur reconnaître chez eux et reconnaître chez nous, chacun, direction, manager, médecin, notre propre vulnérabilité et ce que nous renvoie l'autre. Vous voyez, encore une fois, cette notion de temps qui est éminemment subjective et qui met plein de choses derrière. D'ailleurs, il y a une expression toute bête, j'ai passé du bon temps. C'est un peu ça, quand même, le truc. J'en ai pas forcément gagné. Ouais. J'ai pas été plus rapide. Passer du bon temps. J'ai pas gagné du temps. J'ai gagné du temps sur quoi, d'abord? Vous voyez, c'est à un moment donné, notion de productivité sur plein d'éléments, elle ne veut pas dire grand-chose. Donc il y a autre chose qui est quelque chose de l'ordre justement du lien. On retourne et on revient toujours à ce qui fait lien, l'estime de soi aussi. Parce que quand on sort, qu'on soit patient partenaire, qu'on soit patient tout court, qu'on soit soignant, il y a cette question d'estime de soi. L'exemple de cette personne qui à la fin de son service se dit mais j'ai pas été bien, ainsi de suite. Donc il part triste de certaine manière. J'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est rude quand même, quel que soit le métier, mais encore plus évidemment dans le métier du soin. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Puis d'un seul coup, je découvre que c'est bien aussi une question et on retourne. On est parti sur le temps et on arrive à quoi? À la considération. Et même peut-être à l'autoconsidération. Oui, c'est souvent ça, c'est comment, qu'est-ce que je veux donner moi à travers ça? Parce que mine de rien, quand on est soignant, on veut améliorer le monde et soigner le monde. Et on est quand même, moi la première, avant tout et rien qui a besoin de cette reconnaissance que est-ce que j'ai bien soigné le monde? Sauf qu'en fait, on fait des erreurs. On fait parfois mal. Parfois, on fait des interprétations. On n'est pas tout le temps au max. Et peut-être qu'on n'est pas capable d'être dans ce temps-là et de l'investir vraiment. Parce qu'aussi, on a mal dormi. Notre mari nous a engueulés, on s'est engueulés. Nos enfants, j'en sais rien. Mais en fait, on ne peut pas demander à tout le monde d'être tout le temps au taquet du temps. Et c'est OK parce qu'en fait, le patient, plus on est vrai dans la rencontre et plus on peut être juste soi, quoi. Et se foutre un peu la paix. Une initiative d'ailleurs qui va dans ce sens-là, que vous auriez pu aussi inviter ce soir, c'est une association qui s'appelle Soignons Humains, que vous connaissez peut-être, qui a développé un article 51, donc vous savez, un projet innovant de financement et organisationnel, qui s'appelle Équilibre. Et leur projet, ça a été, je vous passe tous les détails, mais notamment d'un point de vue d'innovation financière, ça a été de se dire on va sortir de la rémunération à l'acte pour les infirmiers et surtout les infirmières à domicile, en libéral, et on va passer une rémunération à l'heure. Alors tout de suite, on pourrait se dire, les personnes vont prendre un temps infini, vont discuter, vont prendre le café, etc. Eh bien, je vous invite à lire le rapport qui est public, le rapport de cet article 51, puisque c'est un article 51, donc c'est financé par l'assurance maladie, et donc il y a une évaluation interne et externe et scientifique. Eh bien, vous verrez, il y a eu déjà une amélioration de la qualité de vie au travail qui était énorme, une satisfaction des patients et une expérience patient qui a été très bonne. Et puis même, et donc là, ils sont en train de creuser ça au niveau de la CNAM pour réfléchir à la généralisation au niveau de l'ensemble du pays, et même des résultats économiques qui ont été bons. Parce que, comme on disait, ça a été du temps investi. Certes, il y a eu des moments où il y a eu du temps plus important qui a été pris, mais parce que ça a été pour des actions de prévention, de liens sociaux, etc. Et que ça a vraiment eu un impact concret sur le terrain. Oui, si je peux rebondir vite fait, c'est juste qu'on sous-estime le temps de la coordination.
il est comme s'il n'était pas important aussi. Ce temps, comme ce qui est comptabilisé à l'hôpital, c'est sûrement aussi un sujet sur la financiarisation de la santé, qui est codifié à l'acte. Et de ce fait, comme on est codifié à l'acte, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, eh bien, si on n'est pas dans le faire, un acte, le reste du temps, il est valorisé comment ? Et le temps de coordination, quand on a fait des articles 51, pour en avoir aussi fait quelques-uns, je vois bien que j'ai dû discuter avec la CNAM, la DGOS, sur le temps de coordination. Oui, mais vous êtes déjà payé pour ça. Ah oui ? Mais où ? Entre la ville et l'hôpital, on se coordonne comment ? Parce que là, on parlait de la relation entre nous, entre soignants et patients dans l'hôpital. Mais quand le patient sort de l'hôpital et qu'on doit donner de l'information à la ville et qu'on doit se coordonner, mais ce temps-là, il est payé par qui, par quand, comment ? Et il n'est pas valorisé. C'est un peu dans le temps qui n'est pas reconnu. De ce fait, il est toujours dans l'épaisseur du trait et on ne lui donne pas une reconnaissance. Et c'est comme si on ne le sanctuarisait pas. Et on ne lui donnait pas le temps de relève. Je ne sais pas s'il est reconnu. Parce qu'il est chevauchement, qu'on est en 12 heures, 2 fois 12 heures, c'est quoi le temps qui est passé pour prendre le temps Donc, en fait, il y a aussi ce truc de... est-ce qu'on a vraiment, symboliquement, et c'est pour ça que vous parliez à toutes les étapes, tu parlais à la gouvernance, mais j'avais envie de parler au niveau... tu parlais des ministres, mais en fait, à tout, est-ce qu'on valorise les temps d'échange, les temps de rencontre, les temps où on est ? C'est très très riche, hein, tout ce... On pourrait y passer des heures, parce que derrière, en vous écoutant, il y a tout le travail d'Armut Rosa, par exemple, sur la notion d'aliénation avec le temps. Et là, ce que vous montrez, c'est qu'on peut parfaitement se désaliéner. Voilà. Tout dépend de comment on en fait. Alors que le truc, le temps, c'est une aliénation. Il faut que je réponde en temps et en heure, bon, ainsi de suite. Et là, on voit bien qu'on peut détourner ça. Et l'autre élément, c'est, par exemple, tu parlais ville, hôpital, et ainsi de suite. Il y a plein de systèmes et tout ça qui ne marchent jamais. Et qu'est-ce qui marche ? Au final, tu parlais d'anthropologie, c'est ce que Michel de Certeau appelait du bricolage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'organise. Ah ben ouais, on a notre boucle WhatsApp qui n'est absolument pas RGPD, et puis on peut s'organiser les trucs et envoyer, et on gagne énormément de temps. Et parfois, on sauve des gens quand même aussi, simplement parce qu'on ne respecte pas tout à fait ça. Mais donc, ça veut dire aussi des gens qui sont en connivence, qui sont en partage, qui se connaissent. Voilà. Donc il y a aussi, encore une fois, le lien, et un autre mot absolument central, qui est la notion de confiance. On se fait confiance. Parce que, voilà. Et du coup, vous voyez, à chaque fois, on a mis quand même beaucoup de côté la question de la technique. On n'en a pas parlé, on s'en fout. Voilà. Elle est considérée, voilà, on l'a, et puis voilà. Mais du coup, on voit bien que c'est tout le reste qui a compté. Tout ce dont vous avez parlé, c'était autre chose. C'était cette notion de lien, et ainsi de suite. Et ce qu'on a fait là, d'ailleurs, c'est aussi des formes de lien. Et chacun a sa place, sans difficulté par rapport à ça, en prenant ce temps pour finalement, je ne sais pas s'il faut dire en gagner, mais en tout cas en avoir autrement et l'utiliser autrement et finalement enrichir. Et donc, en vous écoutant, j'aime bien les mots, vous parliez d'investissement. Je dis, ça se termine mal, l'investissement, parce que c'est mentir. Donc c'est investe vrai, mais je ne sais pas si ça marche non plus. Mais en tout cas, vous voyez, mais il y a un truc où du coup, ce n'est pas de la dépense, ce n'est pas de la perte, c'est bien investir pour quelque chose d'autre et donc un gain. Donc à chaque fois, on était aussi sur ces éléments-là. Le mot aussi qui est ressorti très souvent, on parle de care, c'est le mot d'écoute. Et finalement, très souvent, alors là, où que ce soit, c'est je ne suis pas écouté. Hein, donc c'est aussi cet élément-là. Et vous trois, vous avez aussi beaucoup parlé de ça. Prendre le temps d'écouter et de s'écouter. Un élément justement que j'ai pu échanger dans le cadre de mes entretiens avec des techniciennes de surface et qui me disaient justement qu'à William Lennox, ils avaient la chance que ce soit internalisé. Et donc, puisque c'était internalisé, de base, c'était dans leur fonctionnement d'avoir globalement le temps qu'elles voulaient pour faire une chambre. Et ça arrivait assez régulièrement qu'elles passent 30 minutes pour faire une chambre et pour discuter avec les personnes, pour vraiment être dans finalement un métier relationnel et pas que technique, malgré leur titre de technicienne de surface. Et celle avec qui je faisais l'entretien, elle me disait vraiment ça a complètement changé son métier depuis qu'elle est venue à l'hôpital et qu'elle a cette chance-là. Et la responsable avec qui je faisais l'entretien, elle disait, si on avait une entreprise extérieure qui gérait nos équipes, on nous couperait au moins un tiers de nos effectifs. Et donc c'est ça aussi, c'est effectivement ce management, cette pression qui est faite, cette volonté de performance, et encore plus sur des métiers qui peuvent être effectivement vus uniquement comme des métiers de la technique et pas des métiers du soin et du care comme celui-ci. Donc oui, c'est certain, il faut l'élargir.
Et petite anecdote pour dire à quel point on essaye de l'élargir. Ce matin, j'étais au ministère de l'Éducation nationale pour leur parler du partenariat patient et pour essayer d'inspirer les secrétaires généraux de toutes les académies de France pour leur dire, finalement, l'engagement des usagers, elle peut aussi se faire avec les élèves, avec les parents. Elle ne peut aussi, en tout cas, se construire dans tous les autres services publics à minima et services publics apparentés, mais bien au-delà dans tous les autres secteurs. Donc oui, c'est sûr que cette écoute, ce temps, cette considération et cet engagement, il peut aussi très bien s'imaginer largement au-delà de la santé. Et à domicile, je reviens sur cette notion d'investissement, c'est des vrais couteaux suisses, les personnes qui sont à domicile, parce que de toute manière, ils sont seuls, ils n'ont pas toute l'équipe qui vont prendre le relais. Donc effectivement, le temps qui est passé, il est peut-être compté, mais sûrement, il y a une question de comment le valoriser. Et effectivement, je pense que je rejoins ce que dit le monsieur, qui est très juste, valorisons et écoutons-nous pour avancer plus vite. Et une autre chose, c'est que c'est intéressant d'écouter aussi les médecins, sur le fait qu'ils ont aussi besoin de passer du temps avec des patients qui vont bien. Parce que quand on veut toujours courir après le temps et dire bah attends, le temps des médecins, ils sont prévus que pour des choses où ils sont vraiment leur plus-value, c'est pour les trucs graves, et puis le reste, on va le donner, ou les infirmiers, on a vraiment besoin, mais seulement les trucs très techniques, et puis on peut redonner aux aides-soignants. En fait, à chaque fois qu'on veut gagner du temps en lien avec la compétence très technique et métier, eh bien, on risque d'épuiser les gens en leur demandant tout le temps d'être sûr de leurs données les plus complexes. Et donc, il faut aussi mesurer qu'il y a des choses à qualifier en termes de... Peut-être qu'on va aussi demander à des médecins ou des infirmiers d'être sur des sujets moins difficiles, peut-être moins complexes, pour pouvoir supporter la complexité de l'enveloppement. Voilà, il y a une notion. Très intéressant, parce que du coup, on pourrait aussi demander à des médecins et à d'autres d'être sur la notion de prévention. Donc voir des gens quand ils vont bien, pour qu'ils continuent d'aller bien. Et donc, comme on a coupé l'hôpital dans ses fonctions, la fonction du soin, la fonction de la recherche, la fonction de la prévention, et qu'on ne mixe pas vraiment ces temps passés, et on a l'impression, par exemple, comme moi, j'ai que des infirmiers, des aides-soignants qui sont dans les services de soins palliatifs et qui font que du soin palliatif, on pourrait croire qu'on n'arrive à soigner aucun patient. Et donc, en mixant le temps passé entre moitié en soins palliatifs et puis moitié en consultation de patients ambulatoires qui sont sur thérapie orale, bah là, ça y est, elles vont dire on n'est pas en train de ne pas soigner, en fait. Oui, il n'y a pas que ça. Et c'est important que les médecins le disent très bien. Laissez-moi des patients simples en hôpital de jour. Alors que moi, on pourrait les mettre en HAD, on pourrait proposer d'économiser. S'il vous plaît, laissez-les-moi un peu... La sous-cutanée, est-ce que ça sert vraiment besoin de la faire à l'hôpital ? Oui, parce qu'en fait, ça nous repose un peu. Puis en plus, on peut parler avec le patient, c'est pas trop compliqué. Ça nous allège, ça nous fait sentir qu'on gagne sur la maladie. Alors, c'est cet équilibre permanent de cette entreprise hôpital, ou de vouloir toujours être dans l'efficacité, et au détriment, en fait, pour finir, de la valorisation de la réalisation. On voit bien, d'ailleurs, en écoutant, qu'on est allé sur toujours plus d'expertise. Médecins étant de plus en plus spécialisés, par exemple, et chacun étant de plus en plus spécialisé. Et finalement, à un moment donné, j'en perds la vision globale et j'en perds tout le reste. Donc, en effet, revoir d'autres personnes, on est aussi là dans quelque chose qui est de plus global, quoi. Et la première fois, j'ai plus son nom en tête, mais la première fois où il y a eu la première expérience comme ça, c'était au 19e siècle, quand d'un seul coup, ils avaient découvert, c'était un hôpital en Allemagne, que les malades dont la salle, la chambre, donnait sur la forêt, sortait plus vite que les malades dont la salle donnait sur la cour. Comme ça. Ah bah tiens, c'est quand même marrant ce truc-là. Voilà. C'est né de là de se dire, mais il y a peut-être autre chose que simplement le soin technique. Donc on revient là aussi, l'écoute, le beau, tous ces autres éléments-là qui contribuent finalement à être en meilleure forme ou en bonne forme ou en état de santé qui convient, et ainsi de suite. Et on voit bien que tout ça est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que simplement des réponses très très techniques. Et à chaque fois, on revient à ça. On revient bien derrière aussi à cette notion, encore une fois, de temps d'écoute. La première réaction de toutes les études, c'est, en France en particulier, c'est là où le temps avec le médecin, par exemple en ville, est le plus rapide. Voilà. Bon. Et la demande est toujours la même, avec même des mesures. Au bout de 37 secondes, en moyenne, le médecin va couper la parole du soignant, ainsi de suite. Voilà. Et tout ça fait que... Voilà. On voit bien, à chaque fois, on revient sur... prendre ce temps. Et sans doute que la notion de l'acte ne permet pas
de s'ouvrir à ce temps. Donc on voit bien là aussi, c'est à la fois donc, des démarches très individuelles, très personnelles, et en même temps des démarches très très collectives, et puis ensuite tout en haut sur des décisions qui peuvent être prises. Mais vous, Nathalie, justement, ce temps pris, comment il est, et ce beau temps pris, et ce bon temps pris, comment vous le résumez aux autres? À des gens qui vous demandent, mais quand même, qu'est-ce que tu fous tout le temps à être experte à l'hôpital, t'as pas autre chose à faire, comment ça s'explique aux proches et en plus, t'es même pas payé. Voilà. Oui, non, ça je peux pas. Voilà, mais comment en tout cas vous le racontez aux autres? Je le raconte simplement c'est un partage d'expérience et une construction pour le William Lennox de demain. Et je ne suis pas certaine que je ne vais pas en profiter à un moment donné avec mon fils. Et que de toute façon, d'autres en profiteront. Et que donc, quand on peut donner un peu de temps pour améliorer la qualité et pour améliorer le temps et l'expérience du patient, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être fait. Mais bien sûr, il faut avoir le temps. Oui. Ça, il faut avoir un peu de temps. Mais parfois, le temps, ça se trouve aussi. On peut très bien, dans certaines démarches, le faire d'une autre manière pour aller plus vite ou pour pouvoir se permettre de le faire. Mais il y a une question de volonté derrière et de motivation. Mais oui, c'est pour améliorer la qualité de l'expérience du patient. Oui. Et volonté dit aussi, du coup, comme tu le dis, possibilité ou capacité, et donc aussi derrière rémunération pour pouvoir avoir cette capacité-là aussi, notamment pour pouvoir élargir en termes de diversité et d'inclusion, le fait qu'il n'y ait pas que des personnes qui ont la capacité de s'impliquer, parce qu'à la retraite, parce qu'avec une invalidité, ou parce qu'avec la capacité, pour différentes raisons, de s'impliquer dedans. Et pour ça, nous, on essaie, en tout cas en France, au maximum, de tout le temps au moins proposer une rémunération. Certains ne la veulent pas, certains ne peuvent pas l'avoir parce que ça va diminuer leurs aides sociales, etc., ou leur prévoyance, mais au moins de toujours proposer une rémunération. Et un exemple, à la Haute Autorité de Santé, une très grande partie des groupes de travail pour les recommandations de bonnes pratiques se font avec des usagers, avec des patients, et la rémunération est identique pour tous les acteurs qui sont autour de la table. Ça peut être le plus grand professeur du monde et le patient partenaire qui est là juste, entre guillemets, pour représenter sa maladie, pour partager ses savoirs. Tout le monde a la même rémunération autour de la table. Et nous, c'est ce qu'on essaye de prôner au maximum. Et il existe de plus en plus des patients partenaires qui sont rémunérés dans les établissements. Alors, pour l'instant, ça se compte sur les doigts de une ou deux mains. Mais il commence à en avoir un certain nombre, formés, rémunérés, salariés dans les organisations pour vraiment apporter cette perspective et aussi manager le pool de patients partenaires qui, eux, vont être déployés sur le terrain pour aller former, pour aller faire de la pérédance, pour aller dans la recherche, etc. Donc ça se met en place, mais ça demande effectivement un soutien quand même institutionnel très fort et voire même, et c'est ce qu'on essaie maintenant de mettre en place au niveau français, une reconnaissance comme un réel métier avec des compétences, avec du coup derrière un salaire, une rémunération, comme n'importe quel autre métier de la santé. Ah oui, là on est aussi sur quelque chose de très très riche, parce qu'il y a la question payer, pas payer, c'est aussi le don, donner, recevoir, rendre. Il y a par exemple, il y avait cette expérience qui était passionnante sur le don du sang. Pour essayer d'en avoir plus, ils avaient proposé de payer les gens. Et ça avait été exactement l'inverse. C'est que ça avait diminué, parce que les gens, ce qu'ils voulaient aussi, c'est de se dire, j'ai fait quelque chose de bien, mais si je suis payé, c'est plus pareil. Vous voyez, donc il y a aussi ce besoin, à certains moments, où après il faut aussi laisser le choix aux personnes. Voilà, on propose, et dans certains cas c'est important pour plein d'autres raisons, mais il y a aussi cette notion de, je le fais non pas pour rien, mais je le fais pour autre chose. Alors, encore une fois, Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre. Je donne quelque chose, et ce qu'on me rend, c'est pas de l'argent, c'est un sourire, c'est être mieux, c'est de se dire que ça va m'être utile, et donc ça c'est la plus belle des rémunérations d'une certaine manière. Et du coup, ça me donne envie de re-rendre, quoi. Hein, il y a aussi cette notion. Je rappelle quand même que ce que montrait Marcel Mauss, c'est tout simplement qu'une société, ça marche là-dessus. Ça marche bien plus sur se donner, recevoir, rendre, que sur un échange économique. Depuis que le monde est monde, heureusement qu'il y a eu ça. Parce que sinon, ça serait que à chaque fois, tu m'as donné 2 secondes, je te les rends, et ainsi de suite. Quoi. Donc on est aussi sur autre chose. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a la possibilité des deux, d'une certaine manière. Mais il y a aussi cette... on terminera peut-être là-dessus, mais on a beaucoup parlé de temps, de considération. Mais il y a aussi une forme de satisfaction. Tous les trois, l'air de rien, ça vous rend heureux de faire tout ça?
Bah oui, vas-y. Oui, Non, mais, non, mais tu peux c'est pas important quand même. En fait, tu peux pas continuer à faire un job de manager de soignants en les voyant dépérir, quoi. Tu peux pas te lever tous les matins, moi en tant qu'ex-soignant, de regarder mais les soignants ou en fait, les patients, on se lève tous les matins pour que ça fonctionne et qu'on fasse le meilleur soin. Mais pour que les meilleurs soins soient donnés et qu'on puisse être capable de rencontrer l'autre, il faut soi-même être bien. Donc, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que moi, j'aurais jamais pu tenir sur un poste de manager, de directeur, si j'avais pas repensé ça, remis ça au cœur. Mais c'est vrai que ça demande de se remettre soi-même en question sur notre propre rapport au temps, notre rapport aussi à l'exigence et à la performance, et détricoter le management dans notre manière de vouloir voir les choses. Donc c'est une vraie réflexion collective, hein, ça tombe pas du ciel. Ça nécessite vraiment un peu de philosopher. Et de lire de la sociologie. Pour pas faire trop de pub. Complètement aligné. Moi, c'était effectivement dans le cadre notamment de mon master, comme je vous disais, mais aussi en tant que soignant. Je faisais, en parallèle de mon master, que des soins à domicile en tant que kiné. Et puis après, je travaillais en maison de santé pluriprofessionnelle et dans le quartier de la Guillotière. Vous connaissez sûrement au moins par les médias, puisque c'est un quartier qui apparemment craint, même si c'est pas vraiment vrai. Bref. Et c'est un quartier surtout qui est très, très multiculturel. Et avec notamment dans ma patientèle des personnes qui étaient en situation sociale très favorable et d'autres très défavorables. Donc on avait vraiment de tout. Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte de ce que j'avais appris dans mes études de sociologie sur les inégalités sociales de santé et sur les déterminants de la santé, que je l'ai vécu dans ma chair. Et c'est en partie là où je me suis dit, bah oui, effectivement, il faut absolument qu'on arrive à avoir des méthodes pour déjà avoir ce retour d'expérience et s'améliorer à partir de ce retour d'expérience, mais aussi cette question des besoins et de vraiment s'adapter aux besoins, comprendre les besoins et s'adapter aux besoins, et avoir l'humilité de se dire, nous ne sommes pas capables en tant que professionnels, ou en tout cas pas auprès de tout le monde, et en particulier de ceux qui ne nous ressemblent pas d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, de comprendre quels sont leurs besoins. Et donc pour ça, il faut absolument qu'on parte de leur savoir, de leurs besoins, pour réussir à construire nos soins, et en particulier encore plus en rééducation. Nathalie, alors heureuse? Oui, très. Très. Bah, surtout que voilà, je suis née à Paris aussi, en même temps. Donc voilà, ça c'est très On bon. voit aussi d'autres choses qui n'étaient pas prévues. Non, mais sincèrement cette parlant, contribution, ça fait combien de temps que vous êtes impliquée dans cette histoire? Ça fait 4 ans maintenant, oui. Ouais. C'est une satisfaction simplement parce que le fait de se sentir entendu aussi dans notre souffrance, dans ce qu'on a vécu, et de voir que on peut nous aussi faire avancer et améliorer la qualité de la prise de soins, qu'on a quelque chose à dire, puisque finalement les verbatims nous permettent aussi de nous exprimer sur ce que les patients ont vécu de bien et de pas bien, et nous en tant que partenaires patients de pouvoir partir de ça et améliorer encore en fonction de ce que les patients ont exprimé. À chaque jour que le patient passe à l'hôpital, à chaque jour, à chaque passage, il va exprimer peut-être d'autres choses, et nous, on va pouvoir prendre ça comme un petit coup pour pouvoir faire avancer dans les points dont les patients ont parlé, qui étaient essentiels pour eux. Merci beaucoup. Vous avez vu, on a fait un sacré tour. Hein, on est parti sur le temps, la considération, on a tourné autour de tout ça. On a vu l'investissement, on a vu l'écoute, on a vu être entendu, on a vu tous ces éléments-là. On avait démarré en parlant de un début de la fondation, c'est justement de donner envie d'aller travailler dans ce secteur-là. Mais là, ce dont on a parlé, c'est de donner aussi envie d'y rester dans ce secteur-là. Parce que quand même, ce qui a été beaucoup dit, c'est ça. J'aurais pas tenu, je serais parti, et ainsi de suite. On voit bien qu'il y a tout ça. On a vu aussi, ce qui est un de nos leitmotifs, c'est qu'on peut avoir plein d'origines différentes. On peut démarrer être soignante, et ainsi de suite. Alors, Christelle, c'est extraordinaire, mais tu as parlé de l'armée de l'air, et il y a un colonel de l'armée de l'air qui est là, à t'écouter. Donc c'est quand même formidable. C'était pas du tout prévu, mais voilà. Vous voyez, donc il y a aussi toute cette diversité de situations. Et puis aussi ce que vous avez dit, Nathalie, qui est quand même absolument central, c'est ce dont nous manquons plus, au-delà de cette notion de considération de temps, c'est d'un sentiment, pas d'un sentiment, de se dire je sers à quelque chose. Je fais avancer les choses. Et qu'est-ce que vous avez dit à la fin? C'est j'ai la satisfaction de faire avancer les choses. Or, c'est notre plus grand trouble, d'une certaine manière. C'est se dire, c'est super compliqué, le monde est de plus en plus complexe, je ne sais plus quoi en faire. Et moi, je suis quoi là-dedans? Je suis une espèce de petit pion
qui sert à rien, quoi. Et d'ailleurs, en plus, je suis un chiffre, on peut me remplacer, et ainsi de suite. Et donc, justement, comme disait Sarah Mango, nous ne sommes pas des chiffres, on est des personnes. Et donc, se dire, là où je suis, changez pas le monde nécessairement. D'ailleurs, il faut se méfier des gens qui veulent changer le monde entier. Parfois, la suite est plutôt pire. Mais en tout cas, en revanche, là où je suis, je peux faire changer des choses. Et là, les 3, c'était ça aussi. Et vous l'avez très, très bien dit. Voilà, je fais avancer. Et donc, c'était aussi ça ce qui a été laissé. Et peut-être que quand je fais avancer, je compte plus mon temps, justement. Parce que je m'y retrouve autrement. Vous voyez, donc à chaque fois, on voyait bien, encore une fois. Et du coup, attention au burn-out à ce moment-là. Et évidemment, il faut savoir aussi. Le burn-out des militants et des personnes qui entreprennent et particulièrement chez les soignants aussi. C'est une vraie question, donc attention aussi face à. Alors, quand on avait réfléchi, parce que très vite, quand on avait parlé de tout ça, le terme vocation avait disparu. Les gens disaient non, c'est pas une vocation, c'est religieux, c'est machin, tout ça. Et on cherchait le terme. Et souvent, le terme qui est revenu, c'était le terme d'engagement, qui est moins fort et moins idéologique que militant et qui peut permettre justement, je peux m'engager, mais aussi me désengager ou prendre le temps, ainsi de suite. Et on voit bien aussi qu'il y a cette notion-là. Au-delà de tout ça, je me suis amusé à un moment donné en parlant de Conseil des ministres. Mais ce qui a été dit à un moment donné, on ne fait pas pour, mais avec. C'est normalement ce que devrait être une démocratie. C'est faire avec les gens. Et que chacun aussi. Mais si je fais avec, je suis aussi co-responsable de ce qui se passe. Ce n'est pas la faute des autres. J'y suis aussi pour quelque chose. Et finalement, tout l'enjeu, on dépasse la santé, mais voilà, tout l'enjeu est là. C'est comment on fait avec chacun. Et chacun se sent co-responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pas, moi je suis une victime, c'est la faute des autres, ainsi de suite. Vous voyez, on est aussi sur quelque chose qui est hyper puissant, l'air de rien. Nous avons fait un exercice démocratique. Oui, on fait avec moi. Et on fait avec moi. Mais je fais avec les autres. Je fais avec les autres. Voilà. Je fais avec moi en me respectant moi, en étant OK avec qui je suis. Et je fais de ce fait la capacité d'être avec toi. Voilà. Et je suis obligé de prendre en compte aussi les autres. On me prend en compte et donc je prends en compte. Ou on compte sur moi et donc je sais aussi que je peux compter sur les autres. Et cette notion-là aussi, elle est très très forte. Hein. C'est un autre sociologue qui a beaucoup parlé de ça. Voilà, cette notion de compter sur, compter pour, compter avec. Et finalement, ce dont on a parlé, c'est complètement ça. Hein, et nous comptons maintenant sur vous pour partager le verre de l'amitié. Je peux le dire comme ça. Voilà. Et bravo à vous 3. Merci.